le développement durable, c'est vraiment à la fois de l'environnemental, la partie écologique, de l'économique et du social. On a toute une partie du secteur privé qui vient et qui dit nous, on va apporter des solutions technologiques à l'industrie pour y arriver ou à l'agriculture pour y arriver. Anne-Bert Shalom, Bonjour, Shalom. vous êtes directrice générale de ICAR Innovation et vous êtes aussi experte en développement durable. Alors justement, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de termes, développement durable, réchauffement climatique. Faites-nous un peu d'ordre dans tous ces termes. Alors déjà, l'idée du développement durable. On se place dans les années 70, 80, maximum 90 et on réfléchit en termes de développement économique pour les pays qui sont en voie de développement, qui ne sont pas encore développés. Donc on parle plutôt croissance économique, tout ce qu'on appelle le welfare system, c'est accès à un certain nombre de besoins de base dans lesquels on peut aussi mettre l'éducation, mais également l'accès à l'eau potable, etc. Et dans ce contexte-là, arrive tout un mouvement qui dit « mais le modèle n'est pas durable. Si tout le monde se développe au même niveau économique, on n'a pas assez de ressources naturelles, on va au mur. » À un moment, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est Limits to Growth. Il y a des limites à la croissance. Donc un bouquin, années 70, Limits to Growth, création du Club de Rome. Et on commence à réfléchir autrement à la planète comme en fait un environnement fini qu'on peut mieux utiliser, qu'on peut mieux recycler, mais où il n'y a pas de place pour que tout le monde vive au même niveau de vie, avec tous les problèmes éthiques que ça peut poser. Donc le développement durable, c'est vraiment à la fois de l'environnemental, donc de la partie écologique, de l'économique et du social et de l'équité. Voilà, c'est les trois piliers à la fois. Et le réchauffement climatique, où il arrive dans cette histoire? Le réchauffement climatique est un des effets de l'émission de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on s'en souvient, on parlait beaucoup d'ozone par exemple, mais évidemment le carbone est l'un des gaz à effet de serre, mais il y a aussi le méthane et chacun a son coefficient pour contribuer à la pollution de l'air ou au réchauffement du climat. En même temps, cette expression est un peu trompeuse parce que on le voit bien, le climat il se réchauffe dans certains endroits, mais il est surtout très perturbé. Donc on préfère parler, les experts préfèrent parler de dérèglement climatique et de catastrophe climatique et d'effets de seuil que de réchauffement. Et je pense que si on veut être entendu de tous, c'est vrai que c'est important de clarifier les concepts et c'est bien que vous me posiez la question. Et puis, si on choisit une explication qui est à côté de la plaque, un jour ou l'autre, on va se retrouver à être en contradiction avec soi-même. Donc quelqu'un va vous dire « mais je suis désolée, nous on n'a pas vu de réchauffement climatique, de quoi nous parlez-vous ?» Et donc ça laisse la place aux climato-sceptiques. Dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler sur les questions de développement durable en lien avec la capacité de charge de la planète, donc en lien avec la démographie, etc., on a cherché à modéliser la nature de ce réchauffement climatique. Où est-ce qu'on va? On a fait des scénarios. Les raisons de ça Les raisons, déjà, il y avait un grand débat sur est-ce que c'est dû aux actions de l'homme ou pas, est-ce que c'est anthropogénique ou pas, premier débat, mais également est-ce que c'est réel, est-ce qu'il y a vraiment un dérèglement climatique et un réchauffement. Donc on a modélisé pour essayer d'expliquer que si on ne prend pas les actions maintenant, c'est dans 20 ans, 30 ans seulement qu'on pourra mesurer les effets de manière tangible. Et ce qui se passe aujourd'hui, on est en 2022, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus de population sur la planète ressent les effets du dérèglement climatique. Il est mesurable sur son thermomètre, sur son baromètre. Et du coup, on peut mieux expliquer ces changements. Mais c'était déjà il y a 20, 30, 40 ans qu'il fallait prendre des mesures. Donc les mesures commencent à être prises maintenant. En novembre dernier, Naftali Bennett a annoncé que d'ici 2050, Israël sera neutre en carbone. Alors peut-être ça aussi, il faut que vous nous les expliquiez. Qu'est-ce que ça veut dire neutre en carbone? Mais est-ce que c'est réalisable d'abord? Je ne suis pas sûre que toutes ces annonces soient réalisables. Je pense que tout le monde le sait, quelque part. Mais c'est un engagement qui a été pris effectivement par Israël beaucoup plus tard que d'autres pays. La prise de conscience par les leaders israéliens s'est faite tard. L'effet Glasgow, donc la dernière conférence des parties, est très très palpable ici, avec tout un arsenal de lois et de réformes qui sont en train d'être mis en place. À proprement parler, la loi climat n'a pas encore été adoptée en Israël. Il y a dans 2 jours une conférence sur le climat à laquelle je vais me rendre à Jérusalem, où tous les acteurs, aussi bien publics que privés, vont être représentés, y compris de la high-tech, ceux qui apportent en attendant des solutions. Et en fait, ils avancent petit à petit, ne serait-ce que dans la prise de conscience du phénomène.
Or, Israël se trouve sur la carte à un endroit peu favorable par rapport au changement climatique. On est frappé de plein fouet et par la montée des eaux, puisqu'on est un pays très très côtier, très exposé sur toute notre longueur à la côte, et par rapport à la forte densité démographique, avec une croissance démographique complètement record, ni vue ni connue dans tout l'OCDE, pas seulement à cause de l'immigration, mais également par la taille des familles en Israël. On bat tous ces records, on est au-delà de 3 enfants par femme, ce qui est largement au-dessus de la moyenne des pays développés. Et on sait qu'Israël aujourd'hui fait partie du club des 20 nations les plus riches de la planète, donc on a largement gagné le droit d'être appelé un pays développé. En même temps, c'est un pays qui est dématérialisé, on s'occupe beaucoup de high-tech, on fait travailler les cerveaux plus que les terres. Aujourd'hui, l'agriculture ne représente presque plus rien dans la production du pays. Donc notre impact sur les gaz à effet de serre n'est pas vraiment industriel, il est individuel. C'est ça. Et donc, on est vraiment en train de parler de changement de comportement et c'est des réformes qui sont les plus difficiles à faire passer. Alors justement, comme c'est difficile et comme il y a un changement de comportement, le gouvernement ou Naftali Bennett ou Israël en général dit qu'il faut utiliser, qu'on a de mieux en Israël, le cerveau pour justement améliorer cette situation. Oui, c'est vrai, et sans s'exonérer de nos autres devoirs de citoyens. Ça ne suffit pas de dire Israël va apporter des solutions à la planète, on va être la lumière des nations, pour utiliser l'expression consacrée dans la tradition juive. Il faut que par nous-mêmes, nous améliorons aussi notre qualité de vie et notre responsabilité environnementale vis-à-vis de ces nations. Mais ça passe aussi par des nouvelles technologies, ce changement de comportement. Tout à fait. Donc il y a une approche qui consiste à dire, je me suis rendu compte très tôt dans ma vie qu'on allait au mur, qu'il y avait une catastrophe qui nous attendait, que le monde va à sa faillite. Et donc je vais être dans le mode advocacy, c'est-à-dire les appels publics à la prise de conscience, la sensibilisation, les programmes éducatifs, etc. Tout ce travail est fondamental. À côté de ce travail, il y a celui des scientifiques qui vont modéliser, prévoir, essayer d'empêcher, de remédier, d'atténuer les effets des changements. Et puis, on a toute une partie du secteur privé qui vient et qui dit « Nous, on va pas s'attacher à convaincre qui que ce soit, on va trouver des solutions pour apporter des énergies renouvelables, des économies d'énergie, faire en sorte que ces émissions de gaz à effet de serre soient réduites à la source sans même avoir à demander un changement de comportement. Ou bien on va profiter de la création d'un nouveau marché parce qu'il y a une nouvelle réglementation ou parce qu'à l'échelle de telle industrie ou de tel secteur, on va être obligé de payer des taxes si on ne réduit pas ces gaz à effet de serre. Donc il faut montrer qu'on fait des efforts. Donc on va apporter des solutions technologiques à l'industrie pour y arriver ou à l'agriculture pour y arriver. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses qui sont faites aujourd'hui en Israël dans ce domaine pour améliorer justement cette situation? En fait, je suis dans l'écosystème, à la chasse, je cherche, je suis en veille pour détecter les nouvelles technologies ayant un impact environnemental. C'est l'activité principale de ICAR Innovation. Et donc, ou iCare, et c'est important, iCare, ça compte pour nous. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qu'on appelle deep technologies, donc vraiment ce qu'il y a de plus complexe dans la technologie, qui peuvent potentiellement avoir un impact en positif ou en négatif sur l'environnement. Quand on parle de blockchain, par exemple, et on sait qu'en Israël, on a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions de cryptocurrency et de blockchain. C'est une zone très très sombre aujourd'hui en termes d'économie d'énergie. Je pense qu'on va carrément dans la direction opposée. On a une consommation d'énergie qui est complètement exponentielle. Et si la source de cette énergie reste fossile, que ce soit pétrole, gaz, etc., tous nos efforts pour diminuer sur d'autres activités de l'homme les émissions de gaz à effet de serre sont réduites à néant. Donc il faut voir quel est le rapport entre ces deep tech qui sont développés en Israël et leur potentiel en positif et en négatif, mais également en négatif pour prendre nos responsabilités. En positif, il y a énormément de startups que j'ai rencontrées ces dernières années qui ne savaient même pas qu'elles avaient un effet green, qu'elles avaient un impact positif. Donc elles disaient, moi j'ai un problème économique, j'ai mes camions qui partent pleins et qui reviennent vides, donc je perds de l'argent. Comment je peux optimiser? Ah, il y a des plateformes digitales où je vais pouvoir trouver sur ce marché des gens qui font la même chose que moi, mais dans l'autre sens. Très bien, ils se rendaient absolument pas compte qu'ils économisaient de l'essence et que ça avait une valeur environnementale. Pour eux, ils économisaient de l'essence et du temps de travail. Ils faisaient de la green tech sans le savoir. Ils faisaient de la marge sans savoir que c'était de la marge environnementale aussi, absolument. Donc ça, c'était le premier travail, c'est d'essayer d'orienter ces startups vers les marchés qui, eux, étaient très conscients, comme l'Europe, des besoins en régulation et en environnement et en solutions pour l'environnement. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose de nouveau. C'est comme le climat est devenu un sujet
phare pour Israël. On est juste à l'émergence d'une courbe, c'est très intéressant pour nous chez Icare Innovation, où on commence à voir venir plein d'investisseurs. Ce sont des investisseurs qui ou sont déjà là mais ne faisaient pas dans la sustainability, dans le développement durable, dans le climat et l'impact, et qui se disent, on a quand même 200 millions à investir, il faudrait quand même que ça devienne un critère pour nous, voire même une priorité d'investissement. Ou alors c'est des fonds qui arrivent de l'extérieur et qui ont entendu le discours de Bennett et d'autres et qui disent, puisqu'Israël a été leader sur les technologies automotives, sur la cybersécurité, sur les nanotechnologies, sur les nouveaux matériaux, elle a certainement quelque chose à nous dire. Donc, ils viennent voir et donc des fonds sont en création et on travaille à tout ça chez Icare. Alors, vous l'avez dit, cette révolution elle va être possible que s'il y a aussi un changement des mentalités chez les citoyens, chez les Israéliens. Vous voyez ce changement de mentalité? Je le vois chez les jeunes. C'est beaucoup plus difficile à faire passer chez les moins jeunes. Quand en 2012 se crée dans l'université privée IDC le premier programme de sustainability qui permet d'avoir une licence, un BA en sustainability, on sait grosso modo que chaque année, ils vont arriver 20, 30, 40 jeunes qui vont chercher du travail. Et c'est ce qu'on a commencé à voir en 2015-2016. Et donc, ces jeunes ont été nommés dans plein d'entreprises pour s'occuper au départ de business développement, par exemple, mais ils amenaient leur touche développement durable. Et donc, ça a commencé à se disséminer dans tout le pays, qui est un petit pays, faut rappeler, 9 millions d'habitants, un petit peu plus que 9 millions d'habitants, et un écosystème où les gens se connaissent, et ça a commencé à faire tache d'huile, si je peux me permettre l'expression. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de meet-up, beaucoup d'initiatives de communautés digitales et physiques qui tournent autour de la question du développement durable, qui maîtrisent les concepts, qui comprennent où sont les marchés. Et c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment à l'année zéro de l'éclosion de cet écosystème. L'argent commence à arriver, les fonds d'investissement commencent à faire leur closing, à lever les fonds dédiés à Impact. Tout ce qu'ils avaient fait dans les années qui ont précédé, en fait, ont dû au contraire élargir leur spectre parce qu'il n'y avait pas assez de startups pour investir. Ils ont anticipé sur le mouvement. Là, on est vraiment les deux pieds dedans. Donc même si on a pris un peu de retard en Israël, c'est quelque chose d'irréversible? C'est difficile à dire, mais par anticipation, moi j'ai toujours dit, quand on me disait Israël est en retard, je disais oui, ils sont en retard, mais quand ils vont y arriver, ils vont aller beaucoup plus vite que les autres. Si on en juge par les différentes aventures high-tech qui ont été menées par Israël toutes ces dernières années, c'est ce qui est en train de se passer puissance 10 avec le climat. Donc je ne vois pas qu'on reviendra en arrière pour l'aspect clean tech, ni le monde, ni Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière intrinsèque, quand on design un produit ou une entreprise, elle est éco-designée. C'est-à-dire que depuis l'origine, on prend en compte les consommations énergétiques, mais pas seulement, combien de déchets je vais générer, est-ce que vraiment les intrants que je vais utiliser, ce que je vais prélever sur la nature, est-ce que vraiment il y a un rendement, un vrai service, un vrai produit qui est créé. Tout ça aujourd'hui fait partie du modèle de l'entreprise à l'origine. Donc je ne vois ni le monde ni Israël revenir en arrière par rapport à ça de manière drastique. Anne Bar, Toda Rabba. Merci beaucoup.